Dans les années 80, avec un salaire tout à fait normal, vos parents pouvaient acheter une maison. Aujourd'hui, avec un salaire équivalent, vous peinez à louer un 2 pièces. Ce n'est pas juste une impression, c'est une fracture générationnelle bien réelle. L'âge moyen pour un premier achat immobilier a littéralement explosé. Alors qu'ils devenaient propriétaires dans leur vingtaine, votre tour viendra probablement autour de 35, 38, peut-être même 40 ans. Comment a-t-on pu en arriver là ? Comment une série de décisions politiques et économiques a-t-elle programmé le sacrifice d'une génération sur l'autel de l'immobilier? Dans cette vidéo, on va démonter la mécanique qui a transformé le rêve d'une vie en parcours du combattant. Et vous allez voir que si vous êtes bloqué aujourd'hui, c'est pas vraiment de votre faute. Avant de chercher les coupables, regardons les chiffres. Et ils font mal. Depuis les années 2000, les prix de l'immobilier en France ont grimpé de près de 3 fois, et même plus dans les grandes agglomérations. Pendant ce temps, nos salaires ont péniblement suivi, avec une augmentation d'environ 35 à 40%. Faites le calcul, l'écart est colossal. Le résultat, c'est une perte sèche de ce que l'on peut réellement acheter. Pour vous donner une idée, en 1999, un ménage moyen pouvait acheter 99 mètres carrés. 10 ans plus tard, en 2008, c'était tombé à 58 mètres carrés. Et aujourd'hui, dans les grandes villes, on peine à atteindre les 50 mètres carrés. Pour acheter le même bien qu'au début des années 2000, il faut maintenant s'endetter sur 25 ans, contre 15 ans à l'époque. Cet allongement de la dette, c'est le tour de passe-passe qui a maintenu une illusion d'accès à la propriété. Mais le tour de magie a ses limites. Concrètement, l'âge du primo-accédant, celui qui achète pour la première fois, ne cesse de grimper. On se dirige vers les 37, voire 40 ans. Pire, les inégalités explosent. Le taux de propriétaire chez les jeunes ménages modestes s'est effondré, de 32% en 1973 à seulement 14 à 15% aujourd'hui. L'accès à la propriété n'est plus une question de travail et d'épargne. C'est devenu une question d'héritage. L'apport familial est devenu le ticket d'entrée quasi obligatoire. Un sondage récent montre que 60% des jeunes pensent que leur situation est moins bonne que celle de leurs parents. Ce n'est plus un sentiment, c'est un diagnostic. Mais alors, comment on en est arrivé là? Ce n'est pas un accident. C'est le résultat d'une succession de choix, d'une mécanique bien huilée qui a été volontairement déréglée. Pour comprendre, il faut remonter le temps. Dans les années 80 et 90, la situation était complètement différente. Bien sûr, les taux d'intérêt étaient effrayants, dépassant parfois les 9%. Mais l'immobilier était beaucoup moins cher. Un logement de 90 mètres carrés coûtait l'équivalent d'environ 37 000 euros. L'effort était sur le remboursement, mais l'accès au capital était plus simple. On empruntait sur 15 ans, on remboursait, et la vie continuait. Le vrai tournant, c'est le début des années 2000. Une nouvelle ère s'ouvre, celle de l'argent facile. La Banque centrale européenne ouvre le robinet du crédit pas cher. Les taux des crédits immobiliers s'effondrent, frôlant les 1% après la crise de 2008. En parallèle, pour que les gens puissent continuer à acheter, on a sorti une autre astuce. Allonger la durée des prêts. On est passé de 15 à 20 ans, puis 25 ans est devenu la norme. L'effet a été immédiat et dévastateur. Avec des crédits plus longs et moins chers, la capacité d'emprunt de tout le monde a augmenté. Sauf que le nombre de logements, lui, n'est pas infini. Tout le monde se retrouve avec plus d'argent pour acheter les mêmes biens. Mécaniquement, les prix ont explosé. Votre future maison est devenue un produit d'investissement avant même que vous ayez pu la visiter. La crise de 2008 aurait pu être un reset, mais elle n'a fait que mettre la machine en pause. Les prix ont à peine baissé avant de repartir de plus belle. Et comme si ça ne suffisait pas, la décennie 2010 à 2020 a rajouté son lot de problèmes. Des plateformes comme Airbnb ont retiré des milliers de logements du marché. Les nouvelles normes de construction ont fait grimper les coûts. Et le manque de terrain dans les métropoles a fini de tendre le marché à l'extrême. On a créé un système où la valeur d'un bien ne dépend plus de son utilité, mais de la capacité maximale d'endettement de l'acheteur. Les conséquences de cette spirale infernale, on les vit tous les jours. C'est ce sentiment de faire du surplace, de voir le rêve de la propriété s'éloigner un peu plus chaque année. La première conséquence, c'est le renoncement. Près de 42% des jeunes considèrent que devenir propriétaire est tout simplement impossible. Ce n'est plus un projet. C'est une loterie réservée aux héritiers. Pourquoi la génération de nos parents a-t-elle pu se construire un patrimoine avec son travail, alors que la nôtre semble condamnée à enrichir des propriétaires? La deuxième conséquence, c'est ce qu'on peut appeler le retard de vie. L'achat d'une maison est une étape fondatrice. C'est le moment où l'on se projette, où l'on fonde une famille. En repoussant cet horizon à 40 ans, on décale tout le reste. On reste locataire plus longtemps dans des appartements trop petits. On hésite à s'engager, à avoir des enfants, parce que la stabilité matérielle semble hors de portée. Enfin, il y a la claque psychologique. Cette situation nourrit un vrai sentiment de déclassement. L'idée que nos enfants vivront moins bien que nous est en train de devenir une réalité. Et c'est là qu'il faut le répéter.
ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas moins bosseur ou moins économe que les générations d'avant. Vous êtes juste les acteurs d'une pièce, dont le scénario a été écrit il y a 20 ans. Le système n'est pas cassé. Il a été programmé pour fonctionner ainsi. Favoriser la rente au détriment de l'accès au logement pour les nouveaux venus. Si vous trouvez la situation en France compliquée, jetez un œil de l'autre côté de l'Atlantique. Le marché américain, c'est un peu un miroir grossissant de nos propres problèmes. Là-bas, l'âge médian du premier acheteur frôle les 38 ans et dépasse déjà les 40 ans dans des États comme la Californie. Le marché est paralysé par un phénomène appelé le lock-in effect. Des millions de propriétaires ont des prêts à des taux ridicules, de 2 à 3% obtenus après 2020. Avec les taux actuels à 6 ou 7%, ils sont piégés. Vendre leur maison ferait exploser leur mensualité. Résultat, plus personne ne vend. L'offre s'effondre et les prix restent très élevés. Et attention au mirage des chiffres. Oui, le revenu médian américain est près de 80% plus élevé que le nôtre. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Au contraire. Dans les grandes métropoles américaines, le prix au mètre carré est souvent 1,5 à 2 fois plus cher qu'en France. Les États-Unis nous montrent le stade final d'un marché où le logement est devenu un pur produit de spéculation. Un monde où les jeunes sont structurellement exclus, où la stabilité est un luxe. C'est un avertissement de ce qui nous attend si rien ne change. Cette situation vous parle ? Vous vous sentez bloqué? Ou, au contraire, vous avez trouvé des astuces pour naviguer ce marché impossible? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. C'est en partageant nos expériences qu'on prend la mesure du problème. Et si vous voulez d'autres analyses qui ne mâchent pas leurs mots, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors, pourquoi n'achèterez-vous votre maison qu'à 40 ans? Parce que le système a été programmé pour ça. La déconnexion totale entre les salaires et les prix a créé une barrière à l'entrée quasi infranchissable pour ceux qui n'ont que leur travail pour capital. Vos difficultés ne sont pas un échec personnel. Elles sont la conséquence logique d'un choix de société qui a privilégié la valeur du patrimoine des uns sur l'avenir des autres. La question n'est plus seulement de savoir comment acheter, mais quel modèle de société nous voulons. Un modèle où se loger est un droit, le fruit du travail, ou un actif financier réservé à une élite. Prendre conscience du problème est la première étape. Alors, je vous repose la question. À votre avis, est-il encore possible d'inverser la tendance?